Merci de m'avoir invité. J'ai eu un petit peu de mal à vous trouver, mais donc je suis venu ici, on m'a demandé de parler des synapses. N'importe, je ne sais pas, c'est assez suffisant. Ça suffira. D'accord. Donc je voudrais vous parler des synapses, et plus particulièrement des synapses excitatrices, comment elles vont être modifiées à la fois d'un point de vue morphologique et fonctionnel dans un contexte d'apprentissage. Et comment ces modifications vont être perturbées dans certaines pathologies, et notamment donc la pathologie neurodégénérative que l'on connaît sous le terme de maladie d'Alzheimer. Donc quelques généralités simplement pour vous parler de ces synapses, donc avec différents niveaux d'études. On peut les étudier à un niveau macroscopique, et là on va parler par exemple de volume de structure, et on associe notamment au volume de la structure hippocampique la densité synaptique. On peut les regarder à un niveau réseau, où là leurs interactions vont peser sur le réseau et sur les différents impacts des différents intervenants. Nous on les regarde plutôt au niveau cellulaire, voire au niveau moléculaire. Donc les synapses, traditionnellement, elles sont représentées comme ceci, avec un élément présynaptique qui va être la zone de libération de neurotransmetteurs et une zone postsynaptique qui va recevoir les informations. Ces synapses, lorsqu'elles sont de ce style-là, principalement excitatrices, voire exclusivement excitatrices. Les synapses inhibitrices n'ont pas cette structuration particulière que l'on représente d'habitude. On a, dans le cadre des synapses inhibitrices, une répartition des récepteurs qui est beaucoup plus associée au corps cellulaire, qui est moins définie géographiquement, et ces synapses telles qu'on les représente, ce qu'on appelle également les épines dendritiques, elles représentent majoritairement des synapses excitatrices. Elles représentent environ 50% des synapses du système nerveux. Alors ça, on a des pourcentages qui sont très variables d'un ouvrage à un autre, mais d'une manière générale, on va dire en fonction à peu près 50%. Il y a des gens qui disent qu'il y a plus de neurotransmissions inhibitrices, principalement GABAergiques dans le système nerveux central, mais elles sont quand même omniprésentes, donc environ la moitié des synapses. Et parmi cette moitié de synapses, il y en a 70% d'entre elles, que l'on considère donc comme excitatrices, qui utilisent le glutamate comme neurotransmetteur. Alors, la découverte du glutamate, à la différence des autres neurotransmetteurs, a été relativement tardive. Elle a été validée, on va dire, par des expériences qui ont commencé dans les années 50, et c'est véritablement dans les années 60 qu'on a commencé à reconnaître que le glutamate, qui par définition était quelque chose d'un petit peu embêtant parce qu'on le retrouvait omniprésent dans les protéines, un intermédiaire du métabolisme énergétique, et malgré tout, on lui conférait des propriétés d'un neurotransmetteur avec une activité localisée, définie dans le temps, et ça ne collait pas avec l'idée qu'on avait des neurotransmetteurs. Malgré tout, on s'aperçoit, donc, vous voyez là j'ai même un pourcentage qui est un peu différent, que ce glutamate est le neurotransmetteur principal, neurotransmetteur excitateur, et des dérégulations du glutamate vont se traduire par des dérégulations de la fonctionnalité du cerveau dans sa globalité. Alors on observe un rôle majeur du glutamate au cours du développement. Il est vraiment à l'origine de l'établissement des connexions, il va moduler l'apparition des synapses, et chez l'adulte ou le jeune adulte, il va être prépondérant dans tous les protocoles ou tous les phénomènes d'apprentissage et de mémoire. Donc bien sûr, lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ce glutamate, on va retrouver l'image inverse, c'est-à-dire des perturbations d'apprentissage qu'on va voir notamment dans des maladies chroniques, comme la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie de la mémoire. Et là, on va associer donc un dysfonctionnement de cette neurotransmission avec cette pathologie, mais il y en a d'autres. En pathologie chronique, la sclérose latérale amyotrophique, où on a eu une hypothèse glutamatergique. Alors, les hypothèses, elles évoluent et elles vont, elles viennent. On va dire il y a des modes dans la recherche comme partout. On le retrouve par contre particulièrement impliqué dans toutes les pathologies aiguës, ischémie cérébrale, traumatisme. Là, le glutamate a un rôle, et un rôle qui est extrêmement délétère, qui a amené pas mal de gens à travailler sur ce glutamate et à mieux comprendre cette neurotransmission, avec l'idée derrière de moduler les pathologies que je viens de mentionner ici. Donc lorsqu'on veut étudier la neurotransmission glutamatergique, on va faire différents types d'approches, mais ce que l'on peut faire, c'est isoler les parties postsynaptiques des synapses. Et ceci en utilisant
une méthode basée sur de la biochimie, des tampons plus ou moins stringents, qui vont permettre d'isoler cette composante à partir d'un tissu, à partir de cultures cellulaires. On peut vraiment isoler ces protéines et étudier de manière très sélective les récepteurs qui sont positionnés au niveau postsynaptique. Ces récepteurs, on en a identifié plusieurs. Alors il y a des grandes familles, il y a des récepteurs métabotropiques qui sont associés à des protéines G et qui vont donc activer des voies de signalisation intraneuronale. D'autres récepteurs ionotropiques qui sont associés à des canaux ioniques qui, lorsqu'ils voient leur agoniste, le glutamate, vont entraîner une activation de ces différents types de récepteurs. Donc il y en a 3 qui ont été identifiés, caractérisés au niveau moléculaire, mais ils ont des particularités qui rendent cette neurotransmission assez unique au niveau du système nerveux central. Alors ces 2 types de récepteurs sont ceux qu'on va retrouver le plus fréquemment au niveau de la synapse glutamatergique. Et ils sont composés donc de récepteurs ionotropiques, composés de 4 sous-unités, avec une perméabilité ionique. Lorsque le glutamate se lie au récepteur donc de type AMPA, du nom de son agoniste préférentiel, on va avoir une pénétration dans les neurones de principalement des cations monovalents, donc du sodium. Donc ce récepteur AMPA est le récepteur qui va traduire la présence rapide de glutamate. Donc il va être activé très rapidement, mais il va être également inactivé presque aussi rapidement, à tel point que les premiers électrophysiologistes avaient du mal à enregistrer une trace électrique lorsqu'ils appliquaient du glutamate, parce que ce récepteur a une capacité d'inactivation qui est vraiment très rapide. C'est ce récepteur qui va être celui qui va répondre très rapidement à une impulsion simple de glutamate. Il présente des caractéristiques assez étonnantes. Non seulement donc, il s'inactive très rapidement, mais on s'est aperçu maintenant qu'il se baladait au niveau de la synapse et au niveau postsynaptique, il pouvait se regrouper ou disparaître, ou en tout cas déserter la partie postsynaptique. Et c'est les travaux qui ont été menés par le groupe de Daniel Choquet à Bordeaux, où ils ont regardé et quantifié la vitesse de déplacement de ces récepteurs, et ils se déplacent très vite au niveau de la synapse en fonction du stimulus, pour rejoindre la zone active ou pour en sortir. On les retrouve donc présents au niveau périsynaptique et ils peuvent remonter sur la zone active en un rien de temps pour augmenter l'efficacité de ces récepteurs. On va les retrouver également très impliqués dans les phénomènes de plasticité synaptique, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Les autres récepteurs, et le récepteur qui est le plus, je dirais, étonnant dans cette neurotransmission glutamatergique, c'est également un tétramère, c'est le récepteur au N-méthyl-D-aspartate, récepteur qui, donc avec ce nom, qui est le nom de son agoniste préférentiel, est composé de 4 sous-unités, dont on va dire 2 sous-unités modulatrices et 2 sous-unités qu'on retrouve dans tous les types de récepteurs. Ces sous-unités GLUN2 sont des sous-unités qui présentent la capacité, enfin qui vont être très variables en fonction des structures cérébrales. Et ces sous-unités vont donner aux récepteurs des propriétés qui, si on pourrait quasiment dire qu'on a des récepteurs différents en fonction de la composition de ces sous-unités GLUN2. Donc en fonction, on en a identifié 4 à l'heure actuelle, et en fonction de cette composition en sous-unité GLUN2, on va avoir des récepteurs qui sont particulièrement, alors qui s'inactivent ou qui ne s'inactivent pas. Ils ont tous la particularité d'être perméables aux cations, et cette fois aux cations divalents, mais également monovalents. Donc lorsqu'il y a une activation de ces récepteurs NMDA, on voit de fortes pénétrations de calcium et de sodium dans les cellules, et une sortie de potassium. Ceci conduit à des dépolarisations extrêmement importantes, des polarisations qui seront à l'origine de phénomènes de plasticité, voire de toxicité dans les cas extrêmes. Et on va dire que la nature a prévu ces cas de dépolarisation, on va dire anormale, en mettant ou en créant un site d'interaction avec du magnésium. Ce magnésium rentre dans le canal et va bloquer ce canal dans des conditions d'activation simples. Il va falloir qu'il y ait une activation soutenue, une activation qui va passer par les récepteurs AMPA, qui va dépolariser la membrane, faire sortir ce bouchon magnésium qui est maintenu par des interactions électriques avec des acides aminés du canal, pour rendre le récepteur activable. Lorsqu'il sera activé, il deviendra extrêmement efficace
et va conduire à d'énormes dépolarisations, un énorme changement de concentration de calcium au sein des neurones, et donc des propriétés électrophysiologiques qui vont être très dépendantes de la composition des sous-unités GLUN2. On retrouve également donc des localisations de ces sous-unités qui vont dépendre en fonction des différentes structures cérébrales et conférer à certaines structures une capacité à la plasticité synaptique qui est dépendante de la composition de ces récepteurs. Donc cette plasticité synaptique va directement impliquer ces récepteurs glutamatergiques et notamment les récepteurs NMDA pour s'installer. Donc il y a différents types de plasticité qui ont été décrits et qui sont encore décrits comme le corollaire de la mémoire ou de l'oubli en fonction des différents stimulus. Pour cela, on va utiliser des structures cérébrales particulières, donc l'hippocampe, et on va induire un système où on va faire des stimulations des voies perforantes pour aller enregistrer l'activité des neurones présents dans cette couche particulière, la couche C1 de l'hippocampe. Cette couche particulière, on sait que chez l'homme, elle est extrêmement importante pour la mémoire. Et dans les années 80, il y a un patient qui présentait des signes d'épilepsie grave qu'on n'arrivait pas à soigner. On lui a retiré les hippocampes et on s'est aperçu qu'on avait créé un patient complètement amnésique, incapable de générer de nouvelles mémoires. Et ce patient est devenu très célèbre puisqu'on l'a enregistré et c'est devenu vraiment la preuve que l'hippocampe était essentiel à l'établissement de la plasticité et de la mémoire chez l'homme. Donc la LTP, c'est un modèle électrophysiologique qui a permis de reproduire ce qu'on pensait être la mémoire. Donc la manip a été faite dans les années 70, donc Bliss et Lomo, qui ont fait un enregistrement. Donc c'est un enregistrement extracellulaire des potentiels postsynaptiques excitateurs que l'on va faire dans un premier temps dans des conditions de base avec une stimulation unique. Et on obtient un PPSE qui va être extrêmement stable. Puis ici, ils vont faire ce qu'ils ont appelé des stimulations haute fréquence. Alors il y a différents types de paradigmes maintenant, mais en gros c'est un tétanus qui va être renouvelé plusieurs fois ou pas, ça dépend un petit peu des laboratoires. Et on voit que tout de suite, donc pendant le tétanus, on n'enregistre pas parce qu'on a une réponse qui est extrêmement haute et exacerbée. Et puis petit à petit, on continue le même enregistrement, la même stimulation qui nous donnait une réponse de 1, et on s'aperçoit qu'on obtient une stimulation ou une réponse qui est aux alentours de 2 et qui va se maintenir pendant plusieurs heures. Donc cette potentialisation à long terme de la neurotransmission est véritablement un corollaire de la mémoire, et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu, et on peut dire que ce type d'expérience maintenant est... ça a généré le plus de publications scientifiques dans le domaine des neurosciences. C'est vraiment un modèle qui est extrêmement reconnu. Donc à l'inverse, dans des conditions de stimulation différentes, on peut générer ce qu'on appelle la dépression à long terme. Là, on a une neurotransmission basique, on fait un stimulus qui est très différent, qui est plus lent et moins fréquent en termes d'intensité de stimulation, et on va voir apparaître une dépression de la neurotransmission. Et cette LTD va représenter donc peut-être la caractéristique que l'on pourrait associer à l'oubli, à la perte de fonctionnalité et à la perte de mémoire. Donc ces deux paradigmes sont des paradigmes électrophysiologiques très bien caractérisés qui maintenant sont également caractérisés au niveau de la plasticité et au niveau de la structure et de la fonctionnalité des récepteurs. Et ce que l'on peut voir, c'est que ces paradigmes de stimulation à long terme, la LTP donc, va modifier à la fois la forme de la synapse et sa richesse en récepteurs. Et vous pouvez voir ici schématisé sur des travaux qui ont été faits donc en 2011, un schéma récapitulatif. Vous avez une synapse, donc une épine dendritique avec des récepteurs bleus que sont les récepteurs AMPA et quelques récepteurs NMDA. Lorsque l'on fait le processus de plasticité à long terme, on observe un gonflement de la partie terminale de l'épine. Ce gonflement est associé avec un enrichissement du cytosquelette. Et ici, dans les épines, le cytosquelette est un cytosquelette composé d'actine. Donc l'actine, le cytosquelette d'actine devient plus ramifié, plus complexe, et on voit s'insérer dans la partie active de la synapse des récepteurs AMPA. Pas des récepteurs NMDA, mais on sait par contre que si on bloque pharmacologiquement les récepteurs NMDA, aucun de ces phénomènes n'ont lieu. Donc cette modification structurale nécessite l'activation des récepteurs NMDA et également une réorganisation très forte du cytosquelette d'actine.
Donc à partir de là, on a cherché à comprendre un petit peu pourquoi dans la maladie d'Alzheimer, qui je le répète est une maladie de la mémoire, comment les synapses se retrouvaient mises en danger, en tout cas ne fonctionnaient plus au niveau auquel elles devraient fonctionner. Donc voici quelques chiffres correspondant à la maladie d'Alzheimer. Donc première cause de démence sénile. On va y ajouter, bien sûr, c'est la maladie d'Alzheimer, mais aussi tous les symptômes apparentés qui sont difficiles à diagnostiquer d'une manière claire. 36 millions à peu près de patients dans le monde, avec la perspective d'un doublement de la population de malades dans les années 2050. Cette perspective sont principalement liées au vieillissement de la population, puisque l'âge est un facteur qui augmente beaucoup la fréquence et l'incidence de la pathologie. Donc on observe de nombreux cas, bien sûr, maintenant on arrive à les diagnostiquer d'une manière plus efficace et de mieux en mieux, donc effectivement il y a un nombre de cas de plus en plus important et un coût social extrêmement fort. Donc historiquement, le premier diagnostic, il a été fait par Alois Alzheimer en 1907. On a fêté son 100e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et voici la première patiente qui avait été diagnostiquée comme présentant une amnésie antérograde, des problèmes paraphrasiques et un comportement imprévisible qui a viré vers la paranoïa. Donc il a publié une publication en allemand qui s'appelait « Une maladie grave du cortex » à partir d'un processus particulier qui a été ensuite identifié comme de la maladie d'Alzheimer. Donc ça aurait pu être une autre pathologie associée et ne pas être de la maladie d'Alzheimer, mais on a conservé son cerveau et on a retrouvé toutes les caractéristiques qu'on attendait d'un patient Alzheimer. Donc quelque part, il a eu un petit peu de chance. Alors dans ces caractéristiques, on va retrouver ce que l'on appelle les plaques séniles. C'est une accumulation extracellulaire de peptides, et d'un peptide que l'on a identifié maintenant qui s'appelle le peptide bêta-amyloïde, parce qu'on ne connaissait pas d'autre fonction que de s'associer d'une manière anormale dans le cortex des patients. On verra également qu'il présente des accumulations, cette fois intraneuronales, d'une protéine particulière qu'on appelle la protéine Tau. Mais malgré tout, c'est une pathologie neurodégénérative, et la première, on va dire la caractéristique la plus évidente, en tout cas dans les stades tardifs, c'est la perte de matériel cérébral. Vous voyez ici deux demi-cerveaux, le cerveau d'un patient et le cerveau d'un contrôle sain. Vous voyez que la perte de matière est énorme. Et on la reconnaît principalement avec une dilatation des ventricules cérébraux qui sont extrêmement dilatés. Mais je le répète, ça c'est ce qu'on voit dans les stades les plus tardifs de la pathologie. Ce que l'on a appris ces dernières années, pendant un certain temps, on s'est focalisé sur ce peptide bêta-amyloïde. Et on sait, parce qu'on a identifié des formes familiales de la pathologie, formes familiales qui vont être caractérisées dans tous les cas par une surproduction de ce peptide bêta-amyloïde, on sait que ce peptide est au centre de la pathologie. Et pendant longtemps, on a cru que cette forme de plaque était à l'origine de la mort neuronale. Petit à petit, et dans les années 2000, on a évolué vers une compréhension du rôle de ce peptide et qui nous a amené à considérer des formes qui au départ étaient décrites comme non agressives, on va dire. Donc ce peptide, on va le retrouver sous une forme, il a tendance à s'oligomériser. Et il va d'abord s'oligomériser sous les formes de bas poids moléculaires, celles qui sont solubles, et puis après il va devenir plus gros, et ensuite il va former ces plaques séniles. Pendant longtemps, on a cru que ces plaques séniles étaient à l'origine de la perte neuronale. Maintenant, on revient un peu sur ce concept, et on se dit que ce peptide qui est issu d'une protéine transmembranaire que vous avez ici, dont on ne connaît pas vraiment le rôle, qui s'appelle la protéine APP, donc c'est pour amyloïde précurseur protéine. Cette protéine, elle peut être clivée par une voie que l'on dit non amyloïdogénique et une voie qui est amyloïdogénique. Donc vous la voyez, elle est transmembranaire. Le clivage va libérer ce peptide bêta-amyloïde et ce peptide va s'auto-assembler pour former des formes oligomériques que l'on a testées en différents niveaux. Plus récemment, donc ça fait 3-4 mois, on a identifié d'autres enzymes de clivage. Donc on commence à apprendre d'autres informations sur ce peptide. On se pose toujours la question, quel est son rôle physiologique? On sait que cette grande partie qui est libérée lorsqu'il y a un clivage a des effets trophiques, plutôt bénéfiques, et en même temps, on ne comprend pas trop quel est le rôle physiologique du peptide bêta-amyloïde, est-ce qu'il en a un ou est-ce que c'est un phénomène purement pathologique? C'est encore des thèmes de recherche qui sont très importants.
Mais dans toutes les formes héréditaires de la maladie qui sont caractérisées par une agressivité très importante et des formes qui vont apparaître très tôt, toutes ces formes sont liées à des mutations soit du gène de l'APP, donc de cette protéine transmembranaire, et vont toutes favoriser des clivages qui vont donner plus de peptides bêta-amyloïdes. On aura également des mutations qui impactent la présénéline, qui est un des enzymes qui fait partie du complexe qui va couper ici sur le site gamma-secrétase, donc qui va participer à la libération. Donc toutes les mutations familiales, au final, donnent des productions anormalement élevées du peptide très tôt chez l'adulte. Alors les chercheurs ont utilisé ces formes mutées pour les transmettre à la maladie. Un des gros problèmes de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'était d'avoir des modèles qui reproduisaient la pathologie, et spontanément, on va dire naturellement, il n'y en a pas. Il n'y a aucun animal. Alors on a vu certaines sortes de primates âgés qui présentaient un petit peu des anomalies, des plaques séniles, mais véritablement rien de très concluant. Et on a évolué vers l'humanisation. C'est une manière gentille de dire à ces souris qu'on leur a collé des gènes qui donnent la forme familiale de la maladie. On en donne généralement 2. Maintenant, on est avec des souris qui ont 5 gènes mutés qui vont conduire à des formes extrêmement agressives qui vont nous permettre de travailler sur l'évolution de la pathologie. Mais la révolution, en tout cas pour moi qui travaillais sur la neurotransmission glutamatergique, elle est venue d'une étude qui a été faite par un Américain qui faisait de la LTP et qui montrait qu'il avait de l'hippocampe, il faisait sa LTP classique avec la stimulation à haute fréquence qui conduisait à une potentialisation de la réponse. Et lorsqu'il faisait le même type d'enregistrement et en présence d'oligomères solubles, donc des formes que l'on caractérisait comme non toxiques, la LTP ne se mettait pas en place. Et là, on s'est dit, on sait maintenant peut-être comment la mémoire est affectée dans la maladie d'Alzheimer. En tout cas, c'était la première preuve, et c'était dans les années 2000, où on se disait que ces formes oligomériques solubles qu'on pensait être des formes, on va dire précoces, peu toxiques pour les neurones, étaient en réalité peut-être à l'origine des problèmes de mémorisation chez les patients. Donc, là, c'est les travaux qui ont été faits dans mon équipe. On a cherché à travailler sur ces synapses excitatrices pour étudier ces modifications à la fois morphologiques et fonctionnelles qu'on associe à ces épines dendritiques. Donc vous voyez quelques chiffres, une centaine de milliards de neurones et 10 000 synapses par neurone. Donc on a un nombre extrêmement important de neurones. On peut les étudier relativement facilement parce qu'on peut les identifier facilement par microscopie électronique dans le tissu. Vous avez une image ici par exemple d'une synapse avec de manière très caractéristique au niveau présynaptique cette accumulation de vésicules synaptiques qui contiennent le neurotransmetteur, et au niveau postsynaptique on retrouve cet épaississement très bien caractérisé qui est dû à la présence d'une protéine intracellulaire qu'on appelle la protéine postsynaptique densité et qui va donner cet épaississement et cet noircissement en microscopie électronique. Donc on a toutes ces caractéristiques qu'on peut retrouver aussi bien en biochimie qu'en microscopie électronique, et on peut également, et vous verrez qu'on utilise des systèmes basés sur l'utilisation de la fluorescence, où là par exemple on a fait rentrer des plasmides codants pour un petit peptide qui s'associe à l'actine. Or on sait que l'actine elle est localisée exclusivement dans la partie terminale des synapses, et donc on arrive à voir nos synapses avec de la fluorescence. Les synapses et ces épines dendritiques, elles sont très différentes morphologiquement dans un individu adulte. Ici, c'est une reconstruction qui a été faite sur un travail en microscopie électronique où ils ont empilé des images et fait une reconstruction 3D. Et vous pouvez voir donc les différents types d'épines. Vous voyez que les formes sont très hétérogènes. Elles ont des tailles très différentes et une présence en rouge de ce peptide PSD qui va être plus ou moins présent. Et ces différentes caractéristiques morphologiques de ces synapses, on peut les caractériser comme ça. On en retrouve certaines qui n'ont pas de tête, pas d'élargissement final. On parle de phylopodes. Il y en a certaines qui n'ont pas de cou. On parle de stubby ou en français, je ne sais pas comment on dit. Des plus fines qui ont un petit élargissement, certaines qui sont divisées en deux, mais la synapse la plus fonctionnelle, c'est celle-ci. Elle a un cou qui est beaucoup plus fin que la tête, qui est beaucoup plus large, et donc une physiologie que l'on appelle mushroom, c'est-à-dire en termes de champignons.
Donc voici ces épines, on les considère comme les épines mémoire. C'est elles qui sont sans doute à l'origine des phénomènes de mémorisation qu'on voit au niveau électrophysiologique. Donc ce changement ou cette augmentation de la force qu'on voit dans la LTP, il va passer par un changement morphologique. Et donc on a cherché à comprendre quelles étaient les altérations de forme et de fonctionnalité des synapses dans un contexte pathologique qui reproduisait la pathologie de la maladie d'Alzheimer. On va utiliser des cultures de neurones primaires, on va utiliser des échantillons de patients et on utilise également une souris transgénique, modèle de la maladie d'Alzheimer. Donc on va regarder ces différentes souris. On savait déjà qu'il y avait des études qui avaient été faites sur la présence de ou des altérations de ces épines dendritiques, de ces synapses dans les souris. Ce que l'on savait d'ores et déjà, et qui a été décrit par d'autres, et à différents niveaux, aussi bien chez les patients que chez ces souris, c'est qu'il y a une perte de densité synaptique qui est bien préalable à la perte des neurones. Donc on sent bien que le phénomène passe d'abord par une altération synaptique et ensuite par une perte neuronale. Donc on a cherché à faire une analyse de ces souris, de multiparamétrique de la taille et de la forme de ces épines dans ces souris modèles d'Alzheimer. Pour cela, on s'est placé donc dans la structure C1 ou le cortex. Donc vous avez ici l'hippocampe, la structure C1, et on a pris les souris à un âge relativement jeune, de manière qu'elle n'ait pas encore ces plaques séniles que vous voyez apparaître dans le cortex, mais qui sont encore pas ou très peu présentes au niveau hippocampique à 3 mois. Donc vous voyez, à 6 mois, on en a beaucoup plus. Elles sont marquées en vert ici, et en rouge, ce sont les neurones qui sont marqués. Donc on s'est placé à un moment où il y avait très peu de plaques séniles, donc beaucoup de formes, on va dire solubles, oligomériques, et on a essayé de comprendre un peu et de regarder comment étaient faites et comment se comportaient ces synapses. Voilà. Voici notre souris transgénique. On a fait des extractions de cerveau, pris l'hippocampe, et on a fait des études en microscopie électronique, après inclusion dans la résine et de la coupe. Donc on a regardé à la fois la taille de l'élément présynaptique, postsynaptique, l'épaisseur de la couche postsynaptique, et voilà ce qu'on a vu. Alors dans un premier temps, on a regardé la densité des synapses. Vous avez ici un tissu, et sur chaque image qu'on avait pris, on a regardé dans nos wild type, qui sont ce qu'on appelle des littermates, c'est-à-dire que ce sont des souris transgéniques qui sont hétérozygotes, et certaines ne présentent pas le gène, et on va les utiliser comme contrôle. Donc c'est vraiment des frères et sœurs, et on s'aperçoit qu'entre les frères et sœurs, celles qui présentent la surexpression du gène APP-PS1, c'est-à-dire qui présentent la maladie, on retrouve une densité d'épines qui est réduite. Donc ça, on s'y attendait, mais c'est quelque chose qui nous a conforté dans l'idée qu'on était sur un modèle qui caractérisait, qui était reproductible de ce qu'on avait dans le cerveau des patients. Ensuite, on a regardé la taille des épines, et on s'est aperçu, à notre grande surprise, on va dire, que les épines dans les souris qui présentent la pathologie étaient plus grosses, plus grandes, vous le voyez ici représenté, et elles présentaient cette structure particulière qui était affectée, c'est-à-dire qu'elle paraissait plus grosse, mais lorsqu'on faisait le ratio de cette taille de structure postsynaptique sur la taille totale de l'épine, on avait une inversion du ratio de ce qu'on avait dans les souris wild type. Donc on va dire qu'on a véritablement une synapse, en tout cas au niveau postsynaptique, qui est altérée, qui est moins présente, il y en a moins, mais elles sont plus grosses et elles présentent des altérations qui semblent traduire sans doute une altération fonctionnelle. Alors il y a quelque chose qu'on a vu et qu'on ne connaissait pas, c'est ce type de structuration. On appelle ça des spinules. Alors vous le voyez, c'est dans la partie terminale de la synapse peut apparaître une excroissance. Alors c'est peu décrit, et nous on en a vu quelques-unes. Ce sont des excroissances qui ne présentent pas de PSD et qui semblent rentrer dans l'élément présynaptique. Peut-être pour le séparer en 2 éléments et préparer la création à partir d'une épine de 2 épines. Et ce qu'on a vu, on les retrouvait dans nos tissus contrôle. On retrouve cette évagination positionnée au niveau postsynaptique qui rentre dans l'élément présynaptique. Et si on regarde le même élément chez les souris transgéniques qui présentent la pathologie, on en retrouve alors moins,
mais on en retrouve des beaucoup plus grosses, comme s'il y avait une sorte d'anomalie, qu'elle faisait des choses qu'on ne s'attendait pas du tout à voir et qui semblaient être anormales. Donc on a cherché à comprendre pourquoi ces épines étaient à la fois plus grosses et présentaient ces extrusions particulières d'une manière anormale. Donc pour cela, on a regardé le cytosquelette d'actine et cette fois on a utilisé des cultures primaires de neurones. Alors le cytosquelette d'actine, c'est un système qui fonctionne sous un tapis roulant d'actine. Tapis roulant d'actine qui va se polymériser dans un contexte de plasticité synaptique et conduire à des augmentations de taille de l'épine et donc la plasticité. On utilise la fluorescence pour ça, et vous l'avez ici représenté un neurone qu'on a transfecté avec de l'actine fluorescente, et on arrive à le voir avec des fausses couleurs, les endroits où elle s'accumule, et elle s'accumule dans toutes les excroissances qui correspondent à cet élément postsynaptique. Si on regarde de près, alors cet élément, vous l'avez ici, vous voyez, si on fait un film à partir d'une épine, d'une structure postsynaptique, on voit qu'il est extrêmement dynamique. L'actine se réorganise sans cesse. Et cette réorganisation, on l'a étudiée avant et après une exposition avec du peptide bêta-amyloïde que l'on a généré sous sa forme soluble. Et vous le voyez ici, lorsqu'on fait des rotations de ces épines, on retrouve une structure normale. Et dans les structures exposées au peptide bêta-amyloïde, on voit apparaître des extensions anormales comme celle-ci. Donc tout ça nous a amené à regarder de plus près le cytosquelette d'actine. Et on va dire que si on fait une analyse morphologique et de densité sur des temps courts, dans un premier temps, bien avant de perdre des épines, on voit que la structure postsynaptique devient plus importante en taille et présente des excroissances anormales qui ressemblent à ce que l'on voit dans les souris transgéniques. Donc on a regardé également, si on regardait un peu plus tard, en fin de compte, celles qui disparaissent, le type cellulaire qui disparaît, c'est principalement ces mushrooms. Les autres sont peu affectés, mais ces épines mémoire semblent être fortement altérées. Le remodelage qui apparaît, en fin de compte, il est complètement anormal et il est lié alors, à une enzyme clé dans le remodelage de l'actine, c'est la cophiline. C'est une enzyme qui doit casser l'actine en petits morceaux, qui participe au threadmailing et qui ici, sous l'effet du peptide bêta-amyloïde, se retrouve inactivé par une phosphorylation que l'on retrouve d'une manière anormale au niveau de nos cultures cérébrales lorsqu'elles sont exposées à de l'actine, mais qu'on a retrouvé également de manière anormale dans d'autres éléments. Ensuite, on a voulu regarder l'actine. Alors, on a voulu regarder la dynamique de l'actine dans des cellules vivantes. Et pour cela, on a utilisé une technique qu'on appelle le FRAP. Donc, le FRAP, c'est la Fluorescence Recovery After Photobleaching. Voilà comment ça se passe. On va utiliser de l'actine taguée avec un GFP. Vous avez donc une grosse fluorescence qui va apparaître à l'endroit où il y a beaucoup d'actine. On va faire une exposition sur une partie très localisée de la partie extrême de l'épine et on va brûler la fluorescence. Donc l'actine reste, mais son tag GFP va être détruit. Donc la destruction, elle se fait simplement par une illumination très forte. Et ensuite, on va mesurer en combien de temps on récupère de la fluorescence. Ça vous donne une mesure fonctionnelle et réelle de la dynamique de l'actine en conditions d'activation. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, on est à 100% au départ, on brûle l'actine, on descend à 0 et on remonte jusqu'à un palier. Et ce palier est d'environ 80% dans les conditions basales. Et on voit que sous l'effet de la présence des oligomères d'A-bêta, on a une réduction forte de cette dynamique, ce qui veut dire que l'actine est plus polymérisée, anormalement polymérisée dans ces épines sur ces modèles de culture primaire. Donc voilà, simplement, on peut comme ça quantifier la perte de fluorescence et vous voyez qu'on a une perte relativement importante liée à la présence des oligomères d'A-bêta. Simplement pour terminer, dans les souris, on a regardé dans les souris transgéniques, on s'aperçoit que cette cophiline qui devrait être peu phosphorylée, elle est beaucoup plus phosphorylée, alors que la cophiline elle-même est présente d'une manière tout à fait classique. Donc il y a une phosphorylation anormale. Et puis on a utilisé des échantillons de cerveau humain, où là encore, on retrouve ici une phosphorylation très abondante de la cophiline, beaucoup plus abondante que ce que l'on a dans les contrôles comparables chez des contrôles non atteints par la pathologie.
Donc voilà, maintenant on s'intéresse beaucoup à la conséquence fonctionnelle et comment on retrouve comment cette perte synaptique peut être associée à également des pertes de dynamisme de l'actine et comment au niveau fonctionnel ceci va on va dire déstructurer notre épine, lui faire apparaître des choses anormales et conduire à un découplage de la forme et de la force synaptique et donc quelque part va rendre inaptes les processus de plasticité synaptique qui caractérisent normalement on va dire la plasticité. Donc pour avoir plasticité, il faut que l'actine soit dynamique et qu'elle le reste. Elle ne l'est plus et ce blocage peut être un problème. Alors ce qu'il y a d'intéressant et qu'on essaye de valider, c'est on connaît des molécules pharmacologiques qui vont bloquer cette phosphorylation et c'est des molécules qui sont d'ores et déjà utilisées notamment pour traiter le cancer. On retrouve aussi des dysfonctionnements de l'actine et qui ne semblent pas avoir d'effets secondaires très marqués et qui sont donc bien acceptés, en tout cas au Japon, puisque c'est là où elle est utilisée maintenant d'une manière clinique et courante. Il n'y a pas d'effet secondaire marqué, donc on est en train d'évaluer le potentiel éventuel d'inhibiteur. Donc il y en a un qu'on a identifié qui s'appelle le fasudil, qui pourrait avoir un rôle, on va dire, de redonner de la dynamique à ces épines et leur redonner le potentiel de mémorisation. Voilà, l'équipe, les gens qui ont participé, notamment Marc, Fabien, donc des enseignants-chercheurs de l'Université de Grenoble. Et vous avez les montagnes au fond. Et la neige est arrivée, ne vous inquiétez pas.